On va pouvoir démarrer. Si les derniers, il reste quelques petites places, j'en vois là. Il y a 2 chaises ici. En tout cas, un grand merci d'être venus si nombreux. C'est vrai qu'on a toujours un peu de difficulté à rassembler beaucoup de monde dans les conférences. Donc ça fait très plaisir de voir que l'amphithéâtre est rempli. Alors c'est certainement dû à la grande personnalité qu'on invite ce soir. Donc on est très heureux de t'accueillir pour cette conférence. Juste un petit point, donc, parce que Martin était étudiant dans cette école, mais il a un peu fait son chemin, donc il vous racontera un peu son travail. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent dans son dessin mensuel dans la revue DA, qui est toujours un petit plaisir de critique, on va dire, sur la place de l'architecte dans la société, ou la place de l'architecture, disons, dans la société. Donc on aura le plaisir de voir un peu d'autres facettes de ton travail. Et je pense que, remercier aussi Adrien qui a organisé cette conférence. Je pense que c'est dans le cadre du S9, si je ne me trompe pas. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir faire bénéficier l'ensemble des étudiants d'une réflexion que vous avez pu mener en atelier. Et je te laisse la main pour présenter le cadre de la conférence. Merci à tous. Bon, le cadre, en fait, il est assez général. Quand on travaille sur les Hauts de Rouen avec les étudiants de S9, et évidemment, on est tombé sur le reportage fait dans la revue Criticat par Martin Etienne sur les LODS, et qui était évidemment un document assez intéressant et accessible pour nous, pour pouvoir comprendre un peu ce qu'étaient les LODS. Donc ça a justifié le fait de se dire ça serait très bien de faire venir Martin. En regardant son travail à nouveau, que je connaissais évidemment, mais en regardant son travail, ce qui m'intéresse aussi, c'est la diversité justement de son travail, c'est-à-dire à la fois un travail de critique et un travail aussi de commande, quoi. Donc cette articulation est aussi intéressante. Donc Martin Etienne est diplômé d'une école d'architecture, donc de Belleville. Non, de Marne. De Marne, ah oui, de Marne, oui. D'ailleurs, en ayant fait un diplôme collectif où ils étaient 13 étudiants. 13 étudiants, voilà. Donc on s'est côtoyés d'ailleurs brièvement à ce moment-là. Et puis en fait, il a travaillé comme architecte, c'était chez Alain Gignoux, oui. Alain Gignoux, qu'on a vu en jury il y a 2 ans, qu'on avait fait venir avec Richard Thomas pour un jury de PFE. Donc il a travaillé chez Alain Gignoux pendant 10 ans, et puis après donc s'est consacré à sa passion, en fait, on va dire comme ça, le dessin. Donc il est illustrateur et il travaille à toutes les échelles, vous allez voir, que ce soit du paysage, de l'architecture et de la critique par le dessin, on va dire. Voilà, et je le laisse débuter sa conférence. Celui-là je sais pas, je crois que ça, si je le mets là vous m'entendez ou pas? Tout va bien? Merci pour cette invitation, et ça me fait très plaisir d'être ici. Voilà, comme Adrien l'a rappelé, moi j'ai commencé mes études d'archi ici en 92, de 92 à 94, j'ai fait mes 2 premières années. Je suis ensuite allé poursuivre mes études à Paris, à Belleville, pour passer mon diplôme la dernière année, en 99, à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, qui était la première année où l'école ouvrait. Je vais rappeler vraiment une banalité, c'est que donc, dans les années 90, comme tout le monde, j'ai fait des études sans ordinateur. L'outil qu'on utilisait pour représenter les projets, pour tout, c'était le dessin à la main, au thé à l'équerre, au rotring, et puis à part quelques élèves un peu pionniers, il n'y avait pas personne n'utilisait d'ordinateur à l'époque.
donc 99, le moment où je passe mon diplôme, ça correspond au moment où il y a une bascule extrêmement rapide qui se fait un peu partout dans le monde de l'architecture, et d'ailleurs pas qu'en architecture, enfin dans plein d'autres métiers, où d'un seul coup tout le monde s'équipe d'ordinateurs, les agences transforment complètement leur manière de travailler. Et donc, j'ai fait comme tout le monde. Après avoir fait des études sans ordinateur, je me suis mis à travailler. Donc, je me suis mis à l'ordinateur et j'ai, comme tout le monde, un peu mis le dessin de côté. Alors que c'était une pratique que j'avais, une pratique importante pour moi. Le dessin, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit parce que j'ai des parents qui dessinent et qui m'ont incité à dessiner. Évidemment, c'est un truc que j'ai abandonné à l'adolescence, mais quand je suis arrivé à l'école d'archi, je me suis remis à dessiner vraiment avec beaucoup de plaisir et très activement. J'avais toujours un carnet de croquis sur moi. Et ensuite, les 10 années qui ont suivi... j'ai fait comme tout le monde, j'ai abandonné le dessin. Alors, c'est un plaisir que j'ai gardé un peu personnel pour moi, mais en agence, je dessinais quasiment plus. Et donc voilà un peu pour planter le décor. Et donc au bout de 10 ans de travail, j'ai eu une sorte de ras-le-bol avec une envie de faire une pause, quoi. Donc je travaillais dans une petite agence parisienne, celle d'Alain Gignoux, qui avait été enseignant ici d'ailleurs, et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et il a été compréhensif, il a accepté de me licencier. À l'époque, la rupture conventionnelle n'existait pas. Et donc, je me suis retrouvé au chômage, mais de manière volontaire, quoi. Voilà. Et j'ai adoré ça. Ça a été une période vraiment agréable où j'ai pu enfin souffler. Et je pense que c'est un truc qu'on devrait tous pouvoir, un peu dans notre parcours professionnel, à un moment. On devrait avoir la possibilité de faire une pause sans avoir de pression financière et de manière à redéfinir un peu ce qu'on veut faire, à reprendre ce qu'on faisait avant, mais avec plus de plaisir, avec un peu de recul. Donc, dans cette période qui a démarré en 2008 à peu près, j'avais énormément de temps libre. Donc je me suis remis à dessiner beaucoup pour moi dans des carnets de croquis. Et à l'époque, je postais les dessins sur un blog. Alors un blog, c'est un peu désuet aujourd'hui, mais c'était un support de communication plus en vogue à l'époque. Et je postais tous les jours un dessin de mon quotidien. Donc j'ai beaucoup traîné dans des cafés. J'ai beaucoup traîné en fait, tout bêtement, quoi. Donc, j'ai été un peu... je racontais un pan de ma vie comme ça en dessin, sous forme de journal, en regardant tout ce qui se passait autour de moi. Donc je dessinais en variant les outils parce que j'ai peut-être quelques outils un peu préférés comme le pinceau et les pinceaux à cartouche, de manière à pouvoir dessiner assez facilement dehors. Mais j'aime bien faire varier un peu les outils. Donc ça peut être de l'encre, du stylo plume, du crayon. Là c'est donc les pinceaux à cartouche qui ont l'avantage de... Enfin, moi, ce que j'apprécie dans cet outil, c'est que ça permet de dessiner un peu vite, sans trop s'embarquer dans des détails, de dessiner
en raisonnant par masse. Donc là, il y a deux pinceaux, un gris et un noir. Donc toujours dans des cafés, en profitant de l'immobilisme de gens qui viennent télétravailler, donc au crayon de couleur. Voilà, enfin, alors je ne vais pas vous raconter ce qui se passe sur ces dessins à chaque fois. Enfin, j'espère qu'ils parlent à peu près d'eux-mêmes. Et j'ai dessiné des amis au crayon noir. En fait, j'aime bien dessiner les gens. J'aime bien les regarder. Et j'ai aussi beaucoup traîné chez moi. Donc j'ai dessiné chez moi en faisant un peu le tour de ma pièce. Ça aussi, c'est chez moi. Et j'ai beaucoup dessiné de vue depuis cette fenêtre. Et je pourrais éditer une sorte de recueil de ces dessins qui pourrait s'appeler le monde vu de ma fenêtre, parce que j'ai la chance à Paris d'habiter dans un appartement qui a une vue dégagée sur les toits. Et cette vue, je l'ai faite à différents moments de l'année, avec différents outils, par temps de pluie, par temps en hiver, par temps enneigé, ce qui était assez rare, enfin ce qui devient de plus en plus rare. Donc tous ces dessins, ils sont sortis d'un carnet qui fait cette taille-là, quoi, pour la plupart du temps, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une occupation de temps libre. La nuit aussi, c'est un moment que j'aime bien dessiner dans l'obscurité, enfin pas dans l'obscurité, mais dessiner l'obscurité, parce que ça permet là aussi de faire des dessins sans trop partir dans le détail, quoi. Dans le train, j'ai pas beaucoup voyagé à cette époque-là, mais ça m'arrivait de prendre les transports, et le train, c'est un endroit assez parfait pour dessiner, parce que tout le monde est immobile, les gens bougent pas, et on peut les dessiner de 3/4 arrière sans être vus. Donc voilà, pendant leur sieste. Il y a pas mal de ces dessins qui ont été faits dans le Paris-Rouen. J'ai pas beaucoup dessiné d'architecture, justement, dans cette période. C'est comme si j'avais fait une sorte de pause de l'architecture. J'avais besoin de penser à autre chose. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'ai arrêté, parce que je saturais un peu du travail en agence, j'ai arrêté, je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite. C'était vraiment juste histoire de me reposer. Et je n'avais pas du tout imaginé que je deviendrais illustrateur. Mais le naturel revient au galop, et donc en reprenant mes crayons, plus ou moins consciemment, je faisais une sorte de travail de formation pour ce que j'allais devenir ensuite professionnellement, quoi. Voilà, alors cette activité un peu oisive, je l'ai beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'à un moment, il a fallu que je travaille et que je gagne un peu d'argent, quoi. Les indemnités de chômage ne sont pas infinies. Et vu que mon activité maintenant, c'est que je suis illustrateur, j'ai malheureusement perdu un peu cette habitude de dessiner librement à mes heures perdues dans des carnets. Je passe
en gros la journée sur ma table à dessin. Et quand j'ai du temps libre, j'ai plutôt envie de faire autre chose que de prendre un crayon. Je le reprends plus facilement pendant les périodes de vacances où là j'ai plus de temps. Mais moi, c'est aussi une pratique assez solitaire, quoi. J'ai du mal à dessiner si je suis avec des amis, avec des proches, avec ma compagne. J'ai besoin d'avoir mon rythme, quand je commence un dessin, je ne sais pas s'il va me prendre 2 minutes ou 1 heure. Les jardins, c'est un lieu, la végétation et le pinceau, je trouve que c'est vraiment un outil qui permet de raconter assez vite, parce que le problème de dessiner un arbre, c'est qu'on est toujours confronté à ce problème-là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait juste une boule et puis un tronc, ou on dessine toutes les feuilles, quoi. C'est un dilemme dans lequel on est toujours, je trouve, quand on doit dessiner de la végétation, quoi. Et un outil un peu grossier, justement, comme le pinceau, permet d'éviter ce genre de questions. Ça, il s'agit d'un square qui est juste à côté de chez moi, à Paris, dans le 11e arrondissement. Un square que j'aime beaucoup, qui fait un peu square anglais, qui s'appelle le square Maurice Gardette. Là aussi, toujours dans le même square. Et ça, au but de Chaumont. Donc l'architecture, ouais, dans mes dessins, en général, ouais, c'est quelques fenêtres en arrière-plan, ou bien d'un portrait, ou bien de végétation. Et là, je vous disais, la nuit, c'est un moment assez agréable pour le dessin. Il y a un calme qui est propice à l'observation. Et puis ça permet d'emmener aussi le dessin sur des choses un peu plus mystérieuses, quoi, qui sont pas, presque des figures un peu abstraites, quoi. Voilà, ça c'est vu de chez moi. J'aperçois l'immeuble voisin, quoi. Ça, j'ai un dessin nocturne aussi. Alors, contrairement aux autres, ça c'est un dessin un peu plus grand et fait chez moi, pas sur place, à partir d'une photo au fusain. Et ça, j'ai rajouté ce dessin aussi parce que ce n'est pas à Los Angeles, mais c'est à Rouen. Voilà, donc vu depuis les hauteurs de Rouen. Et idem, c'est un dessin que j'ai commencé sur place, mais que j'ai fini à partir d'une photo. Parce que il est à la gouache, c'est un travail un petit peu plus long que du simple croquis, comme les dessins précédents. Voilà, et donc cette pratique du dessin, je l'ai seulement à quelques occasions, malheureusement, maintenant, de voyages, de vacances. Il y a quelques années, il y a 4-5 ans, je suis parti une semaine tout seul à Florence, et là, j'ai pu me reprendre plaisir à dessiner à mon rythme. Donc, il s'agit de l'hôpital des Innocents de Brunelleschi. Et ça, c'est pareil sur place à la gouache avec je me suis acheté pour ce voyage des petites pastilles là, d'enfants, la palette avec les ronds de couleurs, et c'est avec ça qui est un outil très pratique. En plus, ça coûte pas cher, donc on n'a pas peur d'utiliser cet outil. Donc ça, c'est toujours l'hôpital des Innocents. La chapelle des Médicis, puis une sculpture à l'intérieur de Michel-Ange. Donc là, c'est au pinceau, c'est à l'encre de Chine. Donc j'ai des outils qui rentrent qui rentrent dans une trousse, quoi. Je me balade pas avec mes petites fioles d'encre. C'est le pinceau réservoir, quoi.
Voilà, une église de... j'ai noté Santa Maria del Fior, qui est... ah non, pardon, ça c'est la cathédrale. C'est une église aussi de Brunelleschi, c'est Santo Spirito. Et puis le baptistère et le Duomo de nuit. Alors en plus, c'est une architecture qui est faite de marbre vert foncé, enfin je ne sais pas si c'est du marbre, enfin une pierre vert foncé et une pierre blanche, et donc il y a une écriture très binaire comme ça qui se prête à un dessin fait avec juste noir, gris et le blanc du papier, quoi. Et un dernier dessin à Fiesole, sur les hauteurs de Florence. Donc, voilà, je vais pas vous parler plus de mes vacances. Je vais aussi vous parler un peu de ce que je fais professionnellement, de travail d'illustrateur, du travail de commande. Mais justement, ce métier, c'est en faisant ça que petit à petit, je me suis dit, bon, le dessin, c'est quand même un truc que j'aime énormément, qui me tient à cœur. Il faut que j'arrive à en faire quelque chose professionnellement. Alors, dans cette période-là, doit être de 2009, j'ai eu quelques premières commandes venant d'amis qui n'étaient pas dans l'architecture. Ça a été notamment de faire des dessins pour des petits spots publicitaires. Et ça m'a fait plaisir parce que ça m'a mis le pied à l'étrier et je me suis dit, ah oui, tiens, peut-être que je peux en faire quelque chose. Mais en même temps, la publicité, je sentais bien que c'était pas mon univers. En plus, quelques années auparavant, j'avais été militant anti-pub et donc je me retrouvais à retourner ma veste et à dessiner pour de la publicité. Donc ça me convenait pas. Et je me disais tout bêtement, bah voilà, je suis architecte, j'aime le dessin, il faut que j'arrive à croiser les deux, quoi. J'ai les compétences enfin en tout cas d'architecte et un peu le réseau aussi, le réseau des amis. Et j'ai eu, je pense, un gros coup de chance parce que l'agence TVK. Donc TVK, c'est Pierre-Alain Trévelot pour le T et Antoine Vigée-Colère pour le VK, qui sont des amis de longue date, puisque j'étais étudiant avec eux. On a passé notre diplôme ensemble au sein d'un collectif d'étudiants, de 13 étudiants, sur une thématique qui était le périphérique parisien. Et eux venaient de monter leur agence, qui était assez jeune, je sais pas, donc c'était en 2009. Et l'agence TVK est retenue pour le concours de la place de la République à Paris. Je crois qu'il y a 4-5 équipes retenues, plutôt des grosses agences. Il me semble qu'il y avait des agences, toutes les agences n'étaient pas françaises, il y avait des agences européennes. Et l'agence TVK était un peu les outsiders, quoi, les jeunes. Et il m'invite à faire des dessins pour le concours, pour les panneaux de rendu. Ce qui m'a vachement surpris, parce que 2009, des dessins sur des panneaux de concours, c'est un truc qu'on voyait vraiment plus du tout. L'arrivée du numérique a été un tel rouleau compresseur que le dessin, pendant une quinzaine d'années, a complètement disparu. On a même un peu arrêté de l'enseigner dans les écoles. Et donc, c'était un peu osé, je trouve, de la part de TVK, de se dire, tiens, on va mettre des dessins sur la planche, d'autant plus que c'était un peu la jeune agence un peu inconnue. Alors, tous les concurrents avaient des points de vue, enfin on leur avait fourni des photos, ils avaient tous les mêmes photos avec des perspectives plus photoréalistes imposées, mais il y avait sur les panneaux la partie qu'on appelle expression libre,
et où en général, souvent, les architectes choisissent de faire une perspective de plus. Eux ont choisi de faire des dessins. Et en discutant avec eux, on est arrivé à cette idée-là de faire 4 dessins, puisque leur projet, en gros, c'est une réduction drastique de la circulation automobile et de faire une grande surface piétonne, enfin libérer le sol, et de manière à ce qu'il soit support d'activités variées, événementielles. Et pour montrer cette diversité d'usages que permet leur projet, on a choisi de faire 4 dessins avec 4 fois le même point de vue, à 4 moments de l'année. Donc au printemps avec les manifs du 1er mai, l'été avec des événements type fête de la musique, l'installation d'une grande scène, l'hiver avec j'ai peut-être sauté, ah non, je les ai pas mises dans l'ordre, l'hiver avec je sais pas, l'installation d'un marché, un marché de Noël, une patinoire, et à l'automne, des installations type Nuit Blanche, puisqu'à l'époque, les Nuits Blanches étaient programmées à l'automne. Voilà, donc ça, c'est des dessins faits à la main, qui font 40 cm à peu près de large, et la couleur est numérique, quoi. L'agence TVK remporte le concours, et ça doit être moi qui sonne, je suis désolé. Remporte le concours, et ensuite il y a 1 an d'études avant le démarrage des travaux, quoi. Enfin au moins 1 an, je ne sais plus exactement. Et l'agence TVK me rappelle pour faire une 2e série de dessins, parce que pendant le temps de ses études, l'agence devait présenter le projet à plusieurs reprises dans le cadre de réunions de concertation, où étaient présents des associations d'habitants, de commerçants, de personnes concernées par le projet ou intéressées par le projet. Et l'agence m'explique qu'ils ont vachement de mal à raconter leur projet, qu'ils arrivent à le représenter matériellement, grâce justement notamment à la perspective photoréaliste, aux modélisations 3D, mais qu'ils ont du mal à montrer graphiquement comment va la diversité d'usage, l'appropriation, enfin les différentes occupations qu'il peut y avoir, qu'elles soient spontanées ou programmées. Et il me demande au départ, je crois, de faire dessiner des personnages, de l'animation dans des coupes ou sur des plans. Le problème, c'est que la place de la République, c'est une place qui est énorme, qui fait la taille de 5 terrains de foot. Donc dessiner des personnages dans des coupes, ça revient à dessiner des fourmis, quoi. Et en discutant, on arrive vite à la conclusion qu'il faut faire plein de dessins de différentes types, un peu comme presque des vignettes, ouais, ou des logos, des différents usages possibles. Et moi, à ce moment-là, je venais de découvrir, donc là on est en 2010, je venais de découvrir un auteur de BD important, qui est Chris Ware, et sa bande dessinée qui s'appelle Jimmy Corrigan, dont est tirée cette page. Et c'est en découvrant cet auteur, je me suis dit qu'il y avait vraiment moyen de tirer parti de cette écriture graphique, y compris dans la communication de projets d'architecture et dans le cadre justement de ce projet. Alors ce que j'aime chez Chris Ware, c'est que c'est un dessin extrêmement synthétique qui est dessiné à l'encre de Chine, au thé à l'équerre, sur papier, où tout est dessiné en isométrie ou en axonométrie, il n'y a pas de perspective, et ça fait une écriture qui est proche de la ligne claire qu'on connaît, de celle d'Hergé, qui est
immédiatement lisible, quoi. Il y a une espèce d'efficacité visuelle qui fait que quand on regarde une case, on comprend tout de suite ce qu'elle raconte. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est des pages comme ça, ils perturbent complètement le sens de lecture. On ne sait plus trop si on doit lire de gauche à droite, ou de droite à gauche, de haut en bas. Et particulièrement, dans l'édition française de cette BD, la Jimmy Corrigan, il y a une jaquette qui recouvre la couverture du livre et qui est dépliable et qui forme une sorte d'affiche et sur laquelle il y a ce dessin qui est une sorte de résumé de l'histoire qui va suivre, enfin de résumé ou presque enfin c'est la bande-annonce un peu de la bande dessinée, alors qui est très mystérieuse, qui est c'est un peu difficile de comprendre ce qui se passe là-dedans. On ne sait pas dans quel sens la tenir. Les vignettes, c'est un document qu'on tourne. Les vignettes ont différentes orientations selon les quatre côtés de la page. Mais en voyant ça, je me suis dit, bah ouais, voilà, on peut faire, dans le cadre de la place de la République, une série de dessins comme ça, qui agglutinés forment un tout et peuvent raconter la variété d'usages de la place. Alors, j'ai proposé cette vision qui était ce qu'on a appelé ensuite le plan des usages. Le plan parce que toutes les vignettes sont regroupées ensemble, et parce qu'elles sont insérées là dans une représentation qui est le plan de la place de la République, quoi. Les bords noirs, en fait, sont les bâtiments qui cernent la place. Et au milieu, on a le rond de la sculpture de la République. Et plein de vignettes, comme une sorte de calendrier de l'Avent, qui peuvent être regardées toutes assemblées comme ça ou de manière isolée pour raconter tout ce qui se déroule sur cette place. Alors, des différentes activités, marché de Noël, patinage, alors des vignettes qui parfois marchent à plusieurs, comme celle-ci, où l'agence voulait convaincre la mairie, parce qu'il y a, vu qu'elle est énorme cette place, il y a évidemment un très léger dénivelé qui, sur la plupart du temps, est réglé par une pente extrêmement douce. Mais l'agence tenait à ce qu'il y ait des endroits, des emmarchements, parce que les emmarchements, ça fait un lieu où on peut se poser, on peut s'asseoir, ça fait un espace où il peut se passer des choses. Donc, j'ai essayé de raconter ça en dessin. La place, dans une vision banale, quotidienne de tous les jours, ou à l'occasion d'un événement type grande scène, fête de la musique. C'est aussi un endroit où il y a des transports en commun, il y a un café, une terrasse, des occupations temporaires, il y a énormément de mobilier, de rampes de skate qui sont installées. Le fait que cette place, c'est aussi le toit d'un bâtiment. En dessous, il y a un réseau extrêmement dense, alors qui est un peu caricaturé là dans mon dessin, dans cette coupe, mais de métro, d'égouts, je crois qu'il y a quasiment pas de sol naturel en fait sur cette place. Voilà, ils ont installé aussi dans leur projet une sorte de miroir d'eau. C'est ce qu'essaye de raconter le petit dessin du haut. Voilà, et puis ça reste un monument instagrammable. Et ce qui est assez étonnant, c'est que cette place, ce qui s'y passe aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à ça, quoi. C'est même presque ça, bien plus fortement même. Mais enfin, et je me permets de dire ça, pas par rapport à mes dessins, c'est par rapport à ce que l'agence TVK a envisagé, quoi. Donc voilà un deuxième travail, une deuxième étape du projet,
Dernière étape, là on est en 2011, une fois que les études sont finies, il faut produire un document officiel, celui qui sera sur le panneau de chantier, qui sera sur le site de la mairie, représentant l'ensemble du projet. Et l'agence TV4 a travaillé depuis le départ avec cette photo qui avait été fournie par la ville, mais dont ils n'étaient pas convaincus parce que le cadrage leur convenait pas. Et le projet, finalement, il est un peu noyé dans trop d'informations, qui est tout les îlots environnants. Et puis, l'orientation est pas la bonne, puisque le principe de leur projet, en fait, c'est une place, mais c'est presque un parvis qu'ils font, puisque la circulation automobile, elle est réduite sur 3 côtés de la place, le 4e étant dédié uniquement à la circulation des bus et taxis, ce qui fait que la partie piétonne vient jusqu'au pied des bâtiments de la caserne qu'on voit là en bas, sur le côté en bas à droite de l'image. Mais cette photo, en plus, le centre de Paris, les Halles, en gros, c'est en haut à gauche. Donc il y avait quelque chose d'illogique. Et chaque fois qu'ils s'adressaient au public, les gens avaient énormément de mal à s'orienter. Et donc ils m'ont demandé de faire un dessin de la place de la République. Donc j'ai inversé le point de vue et en le renversant de manière à ce qu'on retrouve cette place qui vient se coller au bâtiment de la caserne. Enfin, la caserne, maintenant, elle n'occupe que la moitié gauche de l'image. Le reste, c'est devenu, je sais plus, un hôtel, du commerce, la partie droite. Et donc, c'est un dessin dans lequel là, pour le coup, c'est un grand dessin je sais pas, qui doit faire un format A1 à peu près. Dans lequel, je ne sais pas si je peux zoomer, dans lequel, si on zoome, il y a toutes les informations du projet, les stationnements de Vélib, là où sont les abribus, là où sont les kiosques, les pieds d'arbres, les taxis. C'est un dessin qui était fait pour être légendé, avec toutes les... Voilà, alors si j'ai passé un peu de temps sur ces 3 moments de la place de la République, c'est parce que pour moi, ça a été un projet assez fondateur dans ma carrière professionnelle, quoi. Parce qu'on m'a demandé de faire des dessins à un moment où c'était assez inattendu, et ces dessins, ils ont vachement surpris. Et en même temps, ils ont été vachement publiés dans le monde professionnel, évidemment, dans les différents services de la ville de Paris, mais aussi dans la presse, dans la presse quotidienne, mais dans la presse architecturale. Et ça a été un véritable tremplin pour moi, parce qu'il y a eu une sorte de prise de conscience en disant « Ah oui, tiens, on peut aussi raconter du projet d'architecture en dessin ». Et il n'y a pas que la perspective telle qu'on la connaît, photoréaliste, qui est numérique, qui est celle qui a pris le dessus et qui fait qu'on a un peu oublié d'autres outils et d'autres savoir-faire. Et puis, ce projet, ça a aussi confirmé chez moi le fait que c'est ça que j'avais envie de faire, de l'illustration de projet, tout en restant dans l'univers de l'architecture qui est mon métier, mon premier métier, quoi. Donc suite à ça, j'ai eu d'autres commandes, alors que je vais essayer de classer un peu, que j'ai en trois types de représentations. Il y a la vue aérienne. Alors juste en amont, je précise que je décline toute responsabilité en ce qui concerne la qualité architecturale des projets qui sont présentés ici. Je ne suis pas auteur des projets. Alors, je la décline en bien ou en mal, hein. Il y a des projets qui sont très bien, mais
Moi, je ne fais que les illustrer et je me mets au service d'une agence pour, comme n'importe quel perspectiviste, mais comme quelqu'un qui fait des perces en 3D, hein, c'est exactement le même métier que je fais pour la communication de leur projet. Donc là, il s'agit d'un concours à Cour-Couronne, c'est Atelier 234 qui m'avait demandé de représenter l'ensemble d'un plan urbain. Donc la vue aérienne est souvent utilisée plutôt majoritairement dans les projets urbains. Et l'avantage du dessin aussi, c'est que dans le cadre de projets urbains, l'architecture, elle n'est pas encore définie. C'est des gabarits, des silhouettes, des îlots qui sont plus ou moins, enfin vaguement un plan masse, mais l'architecture donnera lieu à des concours dans un second temps, une fois que le projet urbain est validé. Et donc le dessin, il arrive à figurer, enfin, il permet en tout cas de représenter ça, c'est-à-dire une sorte de flou artistique, c'est-à-dire qu'on suggère les choses sans trop les figer. Ce que fait moins facilement le numérique, parce que soit il définit trop, et il fige une image, soit il définit pas assez, et c'est des morceaux des parallélépipèdes translucides et qui peuvent être un peu aseptisés. Et donc voilà, alors dans ce projet, ensuite, il y a des petits zooms pour raconter différentes typologies d'îlots, mais qui sont pareil des bâtiments, plus des gabarits que des bâtiments dessinés, quoi. Non. Ça, une autre commande. Alors là, qui est bien après le concours. Là, c'est une fois que les projets sont quasiment validés. C'est juste un dessin qu'on m'a demandé de faire juste avant le chantier. C'est les ateliers Vaugirard. C'est la RATP en fait qui m'a commandé ce dessin. En fait, c'est des ateliers de réparation des wagons RATP et qui arrivent par un tunnel dans tout le sous-sol de ces bâtiments. Et à l'occasion de la rénovation de ces ateliers, la RATP a décidé de construire tout un quartier d'immeubles qui viennent se poser sur ces ateliers. Et donc là, la RATP m'a fourni une modélisation 3D extrêmement précise du projet. Donc pour toute la partie projet, je n'ai eu qu'à poser un calque dessus. Par contre, tout le contexte, lui, il a fallu que je le redessine parce que, enfin, même s'il y a un outil extrêmement précieux qui s'appelle Google Maps, que j'adore, je peux passer des heures, moi, à me balader, à regarder les villes de haut, comme ça, c'est un truc que j'adore. Mais Google Maps, c'est en perspective. Et là, de manière à ne pas privilégier un projet, un bâtiment plutôt qu'un autre, il fallait faire une axonométrie. Et la fonction axonométrie n'existe pas encore sur Google Maps. Ça, donc, c'est un travail un peu fastidieux, mais j'ai fait ça pendant le confinement, donc j'avais du temps. Donc, c'est dans le 15e arrondissement à Paris. Un autre boulot un peu fastidieux, mais différent, c'est une commande de la Société du Grand Paris, qui a édité un livre sur les quartiers de gare, les futurs quartiers de gare, donc les futurs quartiers autour des nouvelles gares du Grand Paris Express. Et ils m'ont demandé d'illustrer l'intégralité de l'ouvrage et aussi de faire un dessin pour sa couverture et des affiches. Et l'idée, c'était de représenter un quartier de gare. Mais le problème, c'est que des gares, il y en a 60, il y en a, et qu'elles sont toutes dans des typologies complètement différentes. Et les quartiers de gare, ils sont tous différents, puisqu'il y en a qui sont dans des centralités urbaines extrêmement denses, d'autres qui sont en 5e zone, donc dans des milieux quasiment ruraux. Et en plus, il ne fallait pas politiquement représenter une commune plutôt qu'une autre. Donc c'était un
un sujet un peu compliqué à illustrer. Et j'ai proposé ça, c'est de faire une sorte de paysage du Grand Paris, mais qui est un paysage complètement inventé. Alors pas totalement inventé, qui est complètement reconstitué. Quand on le regarde, on reconnaît plein de figures parisiennes, évidemment la tour Eiffel, la tour Pleyel, on reconnaît un bâtiment Jean Nouvel, je vais essayer de zoomer dedans, les choux les immeubles choux de Créteil, ça c'est un bâtiment de Jean Nouvel, ça c'est un quartier qui se trouve vers Boulogne-Billancourt, il y a du pavillonnaire ou du tissu de faubourg, des immeubles 19e, type haussmannien 19e. On se retrouve avec le grand stade à côté, qui est à Saint-Denis, à côté de la scène musicale qui est à Boulogne, la Défense en arrière-plan. Donc c'est un paysage complètement fictif. Et avec différents types d'urbanisme, de différentes époques. Là aussi, c'est un grand dessin format A1, avec une gare qui, elle, est un peu plus... là, pour le coup, on s'est entendu sur le fait que la gare de la Saint-Denis-Pleyel de Kengo Kuma, qui est un peu celle qui est le plus représentative du Grand Paris Express. On a choisi celle-ci, mais qui est devant un parvis et dans un quartier qui n'est pas du tout le sien, quoi. Et avec en dessous tout le réseau ferré qui vient se glisser sous la ville, comme ça, qui est une sorte de tapis. J'ai beaucoup aimé faire ce dessin. Alors, ce genre de dessin, c'est des dessins en plus qui ne sont pas faits dans une logique de concours, donc il y a un petit peu de temps pour les faire. Moi, je rentre dans une sorte d'hypnose quand je fais ça. Mais voilà, la vue aérienne. Alors, une autre vue aérienne. Bon, je vais passer un peu vite là. Un projet d'un quartier par l'agence Elex, donc Éric Lapierre, et c'est, je me souviens plus, je l'ai noté. Ah oui, c'est à Sarcelles. Donc la transformation d'un grand parc qu'on commence à urbaniser pour densifier un peu, malheureusement. Mais de manière intelligente, parce que c'est un projet qui n'a pas été remporté par cette équipe. Mais voilà, et puis petit à petit, la vue aérienne, c'est une vue d'ensemble, et on me demande aussi des vues un peu plus rapprochées. Donc, une coupe perspective du site. Alors, à chaque fois, j'attache vachement d'importance au contexte. Je trouve que c'est un truc qui est... j'essaye de le dessiner quasiment aussi précisément que le projet. Même si je ne mets en couleur, par exemple, là, dans le cas présent, que la zone projet, de manière à ce que l'œil focalise tout de suite sur ce qui est important de regarder dans l'image. Mais j'essaye de faire en sorte que n'importe quel lecteur qui connaît un peu le site se reconnaisse, quoi. Donc, et là, bien sûr, c'est à chaque fois aussi en me servant de Google Maps, quoi, avec la fonction 3D, qui est un outil extrêmement précieux. Voilà, et puis petit à petit, on va passer à un type de représentation plus convenu, qui est la perspective à hauteur de piéton, qui est celle qui est utilisée le plus couramment dans la communication du projet d'architecture, quoi. Donc là, idem, dessin à l'encre. Donc là, on est toujours dans le même projet. Donc là, à l'intérieur d'une des cours de l'ensemble formé par les immeubles du projet, et puis à l'extérieur le parc regardant la partie du parc conservée avec le projet en arrière-plan. Donc des dessins à l'encre, à chaque fois mis en couleur, en numérique. La couleur est le seul... je vous montrerai un peu plus loin. Mais à chaque fois, le dessin, il est sur papier, enfin sur calque. Je le scanne et ensuite...
un autre projet croquis d'ambiance d'un projet de l'agence DEA, De Villers et Associés. Des maisons individuelles à Barbizon de l'agence Sigu. Alors, dans tous ces dessins, c'est des dessins qui sont faits pour de la communication de projet. Évidemment, il y a beaucoup de vert, puisqu'il faut mettre ça en avant, ce qui est plutôt bien. Mais c'est difficile. Enfin, parfois, je suggère une représentation plus automnale, avec des feuilles plus orangées. En général, ça passe pas, quoi. Ces dessins-là, c'est des dessins à l'inverse des vues aériennes qui sont évidemment des grands dessins, ça c'est plutôt des dessins en format A4 ou A3. Donc ça c'est pareil, un concours de l'agence Lambert-Lénac. Je ne sais plus où c'est, j'ai noté, à Noisy-le-Grand. Des dessins au crayon qui donnent un trait un peu plus doux, quoi. Et c'est un autre projet. Alors, si j'ai mis celui-ci, là, c'est un projet d'Elisabeth Veit à Villeneuve-la-Garenne que j'ai fait l'année dernière. Mais si j'ai mis celui-ci, c'est surtout parce que c'est dans le cadre d'un concours organisé par un bailleur social qui s'appelle Immobilière 3F, I3F. Et il y a quelques années, je sais pas, ça date de début des années 2010, je dirais 2012, un truc comme ça. Son directeur, enfin, je sais pas si c'est le seul, mais enfin, c'est un peu lui qui l'a annoncé, Serge Polo, a décidé que dans le cadre des concours organisés au sein d'Immobilière 3F pour des bâtiments de logement, désormais, les documents à rendre seraient limités à les documents techniques habituels, plan, coupe, façade, plan masse, et une ou deux perspectives du projet en dessin au trait, noir et blanc, et en format A5, voire A4 maximum, quoi, sur le panneau. Donc, une sorte de rendu, vraiment, où la perspective numérique, qui en général occupe la moitié du panneau A0, là est bannie, interdite. Et de manière à ce que le jury s'intéresse à d'autres questions que la surenchère d'images que permet des outils numériques. Et je trouve que c'est un choix assez intelligent. Et puis en plus, tous les concurrents ont les mêmes règles du jeu, quoi. Donc ça met un peu tout le monde sur un pied d'égalité. Alors, je ne suis pas du tout opposé, je n'oppose pas le dessin au trait, à la main, avec la perce photoréaliste numérique. C'est deux modes d'expression qui existent, c'est deux outils qui existent, qui peuvent être utilisés, se compléter. Mais le problème de la perce photoréaliste, c'est que à mon sens, elle est pas utilisée au bon moment. Dans le cadre d'un concours, en général, l'agence a bossé à tout casser un mois sur le projet, quoi. Donc ce qu'elle remet, c'est une esquisse. Et dans cette esquisse, remettre une image numérique qui donne l'impression d'un projet dont on ne sait même pas si c'est une image numérique ou si c'est une photo réelle, il y a quelque chose de paradoxal, quoi. C'est là où il me semble qu'il peut y avoir une malhonnêteté. C'est que le projet, il n'est pas encore abouti et on donne l'impression qu'il est fini. Et en plus, à mon avis, ça a le défaut pour l'équipe lauréate de figer vachement l'évolution par la suite du projet. Parce qu'une fois que la perce numérique a été diffusée dans le journal municipal ou dans la presse, faire varier le projet, ça devient impossible, quoi. C'est devenu une image contractuelle. Alors que il me semble que le dessin plus sommaire, filaire, au trait, il laisse encore une part d'évolution possible. Alors, et les choses ne sont que suggérées.
ne sont pas encore figés à ce point. Après, le photoréalisme, plus tard, dans les études du projet, ça peut être intéressant à un moment donné de se dire on teste avec une image plus réaliste, je sais pas, des matières, des volumes ou des. Mais je pense que ça doit arriver plus tard. Ça, c'est un dessin pareil, format A4, qu'on m'a demandé. C'est un architecte, Mathieu Laporte, pour des logements à Triel-sur-Seine. C'était quasiment une étude de faisabilité. Mais il m'a demandé un dessin pour la communication du projet. Et je me suis servi de celui-ci. Donc il est au crayon, il doit faire un format A4 ou peut-être un tout petit peu plus grand. Mais pour vous montrer un petit peu comment je travaille, quoi. En général, j'hérite d'une modélisation 3D de l'agence qui fait appel à moi. S'il n'y en a pas, je m'en construis une très sommaire, de manière à pouvoir caler un point de vue. Parce que caler un point de vue à la main, c'est un truc qu'on sait faire, mais bon, c'est un tel temps de boulot que c'est plus possible, quoi, aujourd'hui. On a besoin de tester rapidement. Donc, à partir de cette modélisation 3D, j'ai calé un point de vue. Et donc, je suis toujours en échange avec l'agence. Donc, ça, c'est une première point de vue sur lequel j'ai griffonné très rapidement sur Photoshop 3 arbres pour se donner une idée. Et une fois qu'il est validé, je l'imprime, je pose un calque dessus et je travaille au crayon. Et je complète mon dessin donc, sous forme d'esquisse. Et donc là aussi, il y a des phases d'aller-retour avec l'agence qui fait appel à moi. Et une fois que ce dessin que toutes les remarques sont intégrées, je le reprends en propre. Dans le cas présent au crayon, mais ça peut être aussi à l'encre. Et je le scanne et je le mets en couleur à la palette graphique sur Photoshop. Voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser de voir un peu comment tout ça a été fait. Parce qu'on a tout le temps tendance à croire, quand on voit un dessin, que ça sort tout seul. Et en fait, non, il y a quand même plusieurs étapes de travail. C'est quelque chose, c'est comme un projet, ça se construit petit à petit en échange avec le client, quoi. Voilà, d'autres dessins. J'ai mis ceux-là parce que ça parle un peu plus d'espace intérieur. Mais c'est le même type de travail. C'était pour le village des médias, le concours qui avait été organisé et remporté par l'agence MGAU, Michel Gutmann et Ardel Le Bihan. Un groupement d'agences, c'était eux les mandataires, mais il y avait plein d'autres agences, notamment sur le dessin de droite, c'est l'intérieur d'un appartement dessiné par Grindorge et Bourbose. Un troisième mode de représentation que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement, qui est la vue éclatée, l'écorché. J'adore faire ce type de dessin, qui sont là aussi des nouveaux dessins. J'aime bien parce c'est à la fois de la vue d'ensemble et on rentre dans l'intérieur des projets, de voir comment ils sont habités. Moi, ça me rappelle les dessins de livres de jeunesse ou les coupes je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les coupes des paquebots, là, où on voit toutes les pièces infinies qui rentrent dans la coque du paquebot. Et je trouve que ça fait des dessins assez narratifs où il se passe plein d'histoires. Moi-même, en les faisant, je m'en raconte. Hein, tiens. Et sur lesquels qui demandent un temps de lecture plus long, quoi, qu'on peut regarder assez patiemment et qui permettent d'expliquer le fonctionnement d'un programme. Alors là, c'était dans le cadre d'un concours réinventé, Paris, je ne sais plus lequel, où c'est la transformation d'un hôtel, l'hôtel Scipion, donc en programme mix et notamment une maison de retraite. Donc les parties en jaune sont les parties habitées, il y a quelques commerces, l'ouverture au public de la cour.
Idem, un autre dessin fait pour l'agence Philippe Gazeau, la transformation d'un transformateur EDF à Paris, boulevard de Charonne. Un projet qui n'a pas gagné, qui a été un concours aussi réalisé, lancé par la mairie de Paris dans le cadre de toute cette série de concours qui a eu Réinventer Paris. Qui a d'ailleurs, tous ces concours ont donné lieu à vachement de production de graphiques, enfin de dessins. Puisque c'était des concours en plusieurs phases, et souvent dans les premières phases, il était interdit justement de produire des images numériques. C'était plus des sortes de notes d'intention. Et du coup, les équipes, alors faites d'architectes ou de groupements de promoteurs et architectes, se sont vachement tournés vers le dessin. Et je pense que il y a eu une sorte de promotion involontaire du dessin grâce à ces concours, quand même. Un autre projet, c'est les voûtes Vaugirard, c'est l'agence Loma qui, je vais essayer de zoomer dedans, parce que c'est un dessin très large qui fait plus. C'est la réhabilitation des voûtes de l'ancienne petite ceinture. Et pour comprendre le projet, parce que là aussi il s'agit les équipes qui répondent, c'est des groupements dans lesquels il y a à la fois l'architecte, mais aussi le maître d'ouvrage, une proposition de programme, quoi. Donc il fallait ouvrir un peu le chapeau de ces voûtes, et pour montrer les différents types d'activités qui viennent se loger dans chacune de... Ah, batterie faible. Il faut peut-être que je me branche. Excusez-moi. Je sais pas où... Il y en a une libre. Là, il y a un chargeur de téléphone. Ah, ouais, voilà. C'est pas le mien. Je sais pas quelle heure il est, je me rends pas. 19h11, ouais, ça va. Voilà. Ouais. Donc c'est pareil, c'est des dessins où on peut se balader visuellement dedans, regarder tout ce qui s'y passe. Enfin, j'aime beaucoup faire ce genre de dessin, quoi. Et je crois que j'en ai mis un dernier, voilà, un dessin qui m'a été commandé dans le cadre d'un concours par l'agence Graal Architecture, pour une pension de famille à Paris, Villa des Tulipes, dans le 18e. Donc un programme de petits logements, de studios pour des logements temporaires, pour des anciens SDF, enfin en phase de réinsertion. Et donc la demande en fait de l'agence, c'était d'essayer de raconter ce qui se passe dans ce bâtiment. Donc il est dans le 18e, au bord de la petite ceinture qu'on voit à gauche, et puis le long d'une venelle qui s'appelle la Villa des Tulipes. Et hop, je vais essayer de zoomer dedans, ça veut pas. Et voilà. Et ce que j'aime bien dans ce dessin, c'est que en choisissant ce point de vue escadrage, on a réussi à raconter à la fois l'échelle de l'intime de la pièce, du studio, de chaque occupant, des parties communes qui se passent dans le bas, et que c'est mis en relation avec l'échelle de la grande ville, du Grand Paris. Là, on voit en arrière-plan, dans l'angle en haut à droite, le palais de justice. Et il y a une imbrication de la petite échelle et de la grande échelle qui dans le cadre de ce projet, ça marche assez bien, il me semble, quoi.
Et je me permets de dire ça en plus parce que là, l'agence Graal savait à peu près ce qu'elle voulait, quoi. C'est elle qui m'a dit, ouais, on voudrait un point de vue un peu comme ça, quoi. Je vais peut-être passer un peu vite sur cette phase-là. Donc, on m'a fait une commande il y a un petit moment déjà, c'était en, je sais pas, de 2015-2016. C'est le CAUE des Bouches-du-Rhône qui m'a commandé, qui a sorti 2 livres sur la question de l'habitat et de la densité, de l'habitat dense, et 2 recueils dans lesquels sont montrés 15 projets d'architecture construits en France, 15 projets de logement, assez exemplaires du point de vue de la densité. Et donc, il y a eu un premier livre édité qui est un reportage photographique dans ces 15 projets qui a été réalisé par un photographe qui s'appelle Pierre-Yves Bruno. C'est hyper intéressant parce qu'en plus, tous les bâtiments sont photographiés habités. Donc, on voit vraiment comment les gens occupent les lieux. Et le CAU a voulu sortir un 2e livre qui est l'analyse graphique en dessin de ces 15 bâtiments. Et donc et évidemment, alors le CAUE, sa mission, c'est de sensibiliser le grand public. Donc c'est aux questions d'architecture, d'environnement et d'urbanisme. Et donc cet ouvrage ne s'adresse pas à des professionnels, ça s'adresse à éventuellement, enfin principalement, je pense à des communes, à des élus de petites villes dans lesquelles il n'y a pas de service d'urbanisme pour les sensibiliser à cette question-là, éviter l'étalement urbain. Et donc, j'ai illustré les 15 projets. Donc, ça a été un boulot énorme parce que j'ai reçu je sais pas, un disque dur de données avec, pour chaque projet, quasiment toutes les pièces graphiques allant du concours jusqu'au plan d'exécution. Donc, il a fallu que... Et évidemment, on ne m'a pas payé les billets de train pour... aller visiter chacun des projets qui sont un peu partout en France. Donc celui-ci est à Paris. C'est un projet de gymnase et de logement de l'agence TOA dans le 20e arrondissement et qui arrive de manière très compacte à loger un gymnase, des logements dans une parcelle étriquée avec des jardins collectifs, participatifs sur le toit. Et donc, en dessin, j'essaye d'expliquer comment tout ça s'imbrique, quoi. C'est une sorte de Tetris architectural. Et le dessin, il permet ça, quoi, de décomposer la boîte. Et c'est cette dimension-là que j'aime dans le dessin, c'est ce côté didactique qui permet de montrer... le fonctionnement complexe d'une machine ou d'un bâtiment. Voilà, il a fallu que je montre aussi, que j'explique aussi ce projet à Nantes de Sophie Delay de l'agence Boscop, qui est un projet assez intéressant, très, très complexe à comprendre, puisque c'est des typologies particulières qui s'imbriquent les unes dans les autres, avec différents types d'espaces vides entre les bâtiments, des venelles qui sont publiques, des vides qui sont occupés par des jardins privatifs, des espaces vides qui sont des espaces partagés entre plusieurs logements. Donc c'est pareil, alors oui, donc si j'ai utilisé le dessin, la décomposition comme ça, en ouvrant la boîte, en ouvrant les éléments, c'est parce que ce mode de représentation, je trouve qu'il est, j'espère ne pas me tromper en disant ça, qu'il est un peu compréhensible par tout le monde, quoi. Même un enfant, il peut se balader et regarder ce qui se passe dedans. Donc voilà, et en s'adressant justement à un public qui n'a pas la connaissance ou la capacité à lire des plans et des coupes, bah, ça oblige à des dispositifs graphiques, ça amène à être plus inventif, quoi.
Donc, par exemple, un projet comme ça, saucissonné en tranches, en coupes successives, je ne m'étais jamais retrouvé à représenter un projet de cette manière-là, quoi. Voilà, et là, et avec différentes échelles de représentation sur l'ensemble du projet ou sur des typologies de logement. Alors là, des typologies qui sont assez intéressantes, c'est des sortes de 4 pièces, toutes de taille identique, qui s'organisent autour d'un jardin avec une des pièces qui est de l'autre côté du jardin. Mais la cuisine, la chambre ou le salon font toutes 16 mètres carrés. Donc, ce qui fait que ça fait des logements où l'occupation n'est pas définie. Voilà, et puis, alors, dans le bouquin, les projets sont rangés par type de territoire dans lequel ils s'insèrent. Donc, c'est la ville dense, zone périurbaine ou en milieu rural. Et donc, celui-ci, à Castelnau-Montratier, de l'agence GGR, qui sont des logements construits par la ville, donc 9 logements individuels. Et pareil, j'utilise le système d'ouvrir le chapeau pour regarder ce qui se passe dedans, quoi. Derrière tout ça, enfin, il y a un illustrateur, moi, que j'aime énormément, qui s'appelle David Macaulay. Vous avez peut-être déjà lu ces livres, c'est des livres jeunesse qui datent un peu. Il y en a eu toute une série, il y a eu naissance d'une cathédrale, naissance d'une pyramide, naissance d'une cité romaine, il y en a un qui s'appelle Sous la ville. Et David Macaulay, il a cette capacité-là, justement, à expliquer des choses très complexes. Par exemple, l'art de la construction gothique. Donc, il explique comment une cathédrale, toutes les étapes de sa construction et son histoire dans le temps, depuis les fondations jusqu'aux vitraux, par le dessin, et des dessins moi, que je trouve magnifiques, et en s'adressant à des enfants. Et par le dessin, il arrive à rendre ça d'une limpidité incroyable. Moi, je vais vachement puiser là-dedans. Mais de toute façon, je vais vachement puiser dans la littérature jeunesse ou dans la BD, plus que dans les images d'architecture qu'on connaît, parce que je trouve que dans les dessins d'architecture, il existe des recueils comme ça, alors c'est des dessins que je trouve magnifiques, mais souvent les architectes, ils ont tendance à se regarder dessiner, je trouve, et à faire des dessins un peu séduisants du point de vue formel, où on regarde presque plus le trait. Je pense par exemple à des gens, enfin dans les années 80-90, il y avait les dessins de Siriani ou les dessins d'Alvaro Siza, qui sont des dessins que je trouve magnifiques, que j'adore, et où il y a une grande sensibilité. Mais je trouve qu'on regarde plus le dessin que ce qu'il raconte, quoi. Et dans la littérature jeunesse ou la bande dessinée, il y a une sorte d'inversion, quoi. C'est-à-dire que le dessin, il est efficace, quoi. Il sert à raconter l'histoire. Il faut qu'il raconte une histoire, quoi. Et quand on lit une bande dessinée de Tintin, on ne s'arrête pas sur chaque case en disant « Ouais, il est beau le dessin ». On l'oublie même. Donc voilà, c'est pour ça que c'est plus dans le registre de l'édition jeunesse et la bande dessinée que je vais chercher. Voilà, toujours des pages extraites de David Macaulay. Alors je m'en suis... voilà, puis des dessins très très beaux, quoi. Je m'en suis évidemment... Enfin, j'ai vachement regardé pour travailler pour la revue Criticat. La revue Criticat, qui est une revue qui a sorti 20 numéros de 2008 à 2018, et qui est fondée par 4 personnes, Françoise Fromono, Pierre Chabard, Bernard Marais et Valérie Didelon, que vous connaissez certainement puisqu'il enseigne ici, et qui m'ont invité, je ne sais plus trop quand, il devait en être au 5e, 6e numéro, à rejoindre la rédaction.
D'abord pour illustrer des articles qui n'étaient pas les miens. Et puis, petit à petit, ils m'ont un peu poussé en me disant, bon, maintenant, il faudrait que tu les écrives toi-même, les articles, et que tu les illustres toi-même. Et donc, j'ai fait une série d'articles qui sont des visites dessinées, donc qui empruntent à la bande dessinée et puis au carnet de voyage, de lieux, de projets que je suis allé visiter et que j'ai raconté en dessin. Et donc, alors, j'ai choisi celui-ci parce que, alors, vu que certains travaillent déjà sur les Hauts de Rouen, vous l'avez peut-être déjà vu ou feuilleté ou lu. Et donc, sur une vingtaine de pages, je raconte l'histoire d'un ensemble d'immeubles qui s'appellent les Lotz, construits par l'architecte Marcel Lotz, et les Verts et Acier, je crois que c'était le nom comme ça qu'on donnait. Alors, cet article, je l'ai fait en, je sais plus, 2018 ou 2019. En gros, c'est une visite d'un lieu de ce projet dont la mort est annoncée, quoi, qui est un ensemble de 25 plots, dont, quand je fais cette visite-là, il n'y en a plus que 8, et je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je crois qu'il n'y en a plus du tout, quoi, ou il n'y en a que plus que 2. Ouais, voilà, donc un projet au destin tragique, mais qui en même temps avait une histoire intéressante d'un point de vue architectural et constructif. Je vois que l'heure passe et je ne vais pas raconter ce projet, mais je vais essayer plutôt de raconter la manière dont je travaillais. Donc j'ai essayé à partir de dessins faits sur place, de dessins faits chez moi, sur ma table à dessin, et puis de textes en mélangeant différentes écritures, j'ai essayé de raconter de l'histoire de ce projet, quoi, de raconter par une succession de schémas, le principe constructif qui est Lotz a énormément œuvré pour l'industrialisation du bâtiment, donc c'était des bâtiments qui étaient assemblés, qui étaient construits en usine, préfabriqués et assemblés sur place sans nécessité de béton et d'eau. Et un peu comme David Macaulay, même si c'était dans une revue d'architecture de grande qualité, une revue critique qui s'adresse à un milieu très intellectuel, j'ai pas forcément que des architectes, mais des intellectuels qui s'intéressent à la question de l'architecture. J'ai essayé de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre, quoi, que ça soit facile d'accès, parce que pour éviter de tomber dans ce travers que peut avoir le milieu de l'architecture de se parler entre eux de manière un peu élitiste, je trouve, à mon sens, quoi. Voilà, donc je vous invite à la lire. Je pense qu'elle doit se trouver au moins en bibliothèque. Et, la revue n'existe plus, donc je ne pense pas qu'il soit possible de la commander. Donc c'est une histoire assez longue. Donc c'est pour ça que de temps en temps, il y a des petits tunnels de texte. L'innovation à la fois urbaine, technique, a malheureusement été remplacée par des projets assez médiocres. Donc voilà, ça se termine là-dessus, sur une vision de ces petites maisons sans grande qualité qui ont été construites à la place, quoi. Qui est quasiment l'inverse du projet. Enfin, idéologiquement, c'est quasiment l'inverse de ce qui avait été envisagé avant, quoi. Et je vais finir par les dessins que je fais pour la revue Da. Donc Emmanuel Caille, le rédacteur en chef, était aussi un lecteur de la revue Criticat. Et c'est en lisant les revues, la revue Criticat qu'il a aimé mon travail et qui m'a proposé de faire quelque chose dans la revue Da, et on s'est entendu. Alors j'ai mis du temps à accepter parce que ça me foutait un peu la trouille au départ, quoi, de me dire tous les mois sortir quelque chose comme ça, un dessin, et je ne savais pas trop quoi faire en plus.
Et puis il a insisté et au final j'ai fait un premier dessin en 2015. C'était mon premier dessin a été malheureusement suite à un événement tragique puisque c'était un dessin qui rendait hommage aux attentats. Enfin, c'était après les attentats de Charlie, quoi. Donc, et puis ensuite, j'ai fait tous les mois un dessin dans la revue, en essayant, un peu comme je l'avais commencé à le faire dans la revue Criticat. Peut-être que l'exemple que j'ai montré n'était pas le plus représentatif, mais en essayant d'introduire une notion qui est assez rare dans la presse architecturale, c'est l'humour, quoi. Enfin, dans la presse, de regarder les choses avec un peu d'ironie, un peu de recul. Et donc, voilà, donc tous les mois, je sors une sorte de billet d'humeur. Donc, je sais pas, ouais, vous arrivez à lire, oui, ici. En essayant de rire un peu des paradoxes de notre époque, des grands écarts qu'on fait tous les jours. Alors au début, les premiers mois, enfin même les premières années, je faisais des dessins qui réagissaient plus sur l'actualité architecturale. Et j'ai petit à petit un peu évolué en faisant des dessins, parce que les dessins que je faisais, je trouvais qu'ils s'adressaient trop uniquement au milieu professionnel de la construction, de l'architecture, des gens qui étaient au courant de je sais pas quel bâtiment avait été inauguré peu de temps avant, ou quel architecte avait reçu tel prix. Et j'ai eu envie, dans ces dessins, de sorte, alors tout en continuant de parler d'architecture, de territoire, d'urbanisme, ou de m'adresser à un public plus large. Là aussi, enfin, je pense que c'est un truc qui est récurrent dans tout ce que je fais, c'est que j'ai envie que mes dessins soient compréhensibles par tout le monde, quoi. Ça m'intéresse pas de m'adresser qu'aux architectes, qu'aux professionnels de la profession. Donc ça, c'est un dessin qui a eu un peu de succès puisqu'il a été repris pas mal de fois par des gens qui luttent un peu contre la désertification des centres-bourgs. Et voilà, je vais pas vous les commenter parce que quand on raconte un dessin qui essaye d'être drôle, on tue la blague, quoi. Donc je préfère vous laisser les regarder et puis vous pouvez les retrouver tous les mois dans la revue d'art. Ça fait 10 ans maintenant que je fais ça, et c'est un exercice que je trouve toujours aussi difficile. Au début, je galérais chaque mois à trouver une idée en me disant ça ira mieux une fois que je me serais fait un peu la main. Et à chaque fois, ces dessins sortent un peu dans la souffrance. Parce que je suis malheureusement quelqu'un qui n'arrive pas à trouver une idée ou en être convaincu si je suis pas dans une situation d'urgence, c'est-à-dire la veille du bouclage avec 3 messages du rédac chef qui me dit alors ça arrive quand, quoi. Et tant que je suis pas dans cette situation-là, malheureusement, j'arrive pas à avoir d'idée. Et donc ça me vaut à chaque fois des petits moments de stress. Mais après, une fois que j'ai l'idée, faire le dessin, là ça devient un moment vraiment agréable, trouver comment l'exprimer. Alors pour trouver l'idée, j'essaye parfois de m'accrocher à la thématique du dossier, du numéro. Parfois je m'en écarte et je suis un peu plus libre, hein. Donc voilà, je crois que il est l'heure, et
Là, la thématique, je crois que c'était l'isolation extérieure. Donc, ça peut être des dessins qui sont soit pleine page, soit en forme de petits strips, quoi. Voilà. Je vous remercie. Et on a peut-être un peu de temps, si jamais vous voulez poser quelques questions, je serais ravi d'y répondre. Ça marche ? Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai été frappé par quelque chose, c'est que il y a beaucoup donc de documents qui sont plutôt avec des points de vue axonométriques, y compris dans les coupes axonométriques, ce qui est pas un outil en fait. C'est vrai qu'on c'est pas un outil qu'on enseigne de se dire on va faire une coupe axonométrique. En général, on parle de coupe perspective. Tu l'as pas trop pratiqué ça, voire même tu l'as même banni presque de ta façon de rendre le la coupe perspective ou oui, la coupe perspective, le seul moment, enfin j'ai remarqué aussi un truc, le seul moment où on voit par exemple dans les lots là, le seul moment où on voit une perspective à hauteur d'œil, finalement c'est pour montrer quelque chose que tu trouves tellement banal et tellement ordinaire qu'on ne prend pas de hauteur pour le regarder autrement. Je pense qu'on en voit à hauteur d'œil parce qu'il y a des croquis que j'ai fait sur place, mais alors je saurais pas te dire moi je trouve que l'axonométrie, c'est un outil qui est assez pratique pour représenter un projet, surtout un projet quand dans le cadre de projets urbains où il y a un peu d'envergure, et donc ça évite d'avoir un premier plan énorme et puis un arrière-plan tout petit. Ça permet de mieux hiérarchiser les choses, de moins hiérarchiser les choses justement, et de représenter un peu l'ensemble du projet avec de manière équivalente. La perspective un peu, là pour le coup c'est une histoire juste d'appréciation personnelle. Les perspectives avec des fuyantes trop marquées ou trop fortes, je trouve que souvent ça fait des images que j'aime pas trop. Ça donne une sorte de dynamisme à l'image qui me dérange un peu. Mais là, c'est pour le coup, c'est vraiment purement intuitif, quoi, ce choix-là. Merci beaucoup pour l'intervention et tous ces dessins. Moi, je travaille dans la presse architecturale et donc je collabore aussi beaucoup avec des photographes. Et en fait, ce qui m'a interpellée dans votre présentation, c'est aussi quand vous disiez que vous essayez parfois de proposer l'automne ou alors tous ces ciels bleus aussi qu'il y a sur les perspectives qui finalement reprennent aussi des contraintes. Souvent, les photographies de commande, c'est aussi avec des ciels bleus, c'est aussi en été. Il y a très peu de visites de presse en hiver, justement. Et donc, je me demandais, est-ce que le dessin aussi, il peut aider à s'émanciper de certains codes de représentation du projet, comme par exemple ce que vous avez fait à la Place de la République avec l'inspiration de Chris Ware, etc. Est-ce qu'il y a des choses où vous pouvez sortir un peu des codes, ou est-ce que quand même, dans le cas d'une commande, ça reste très codifié, justement ? C'est variable. En fait, tout dépend à quel moment j'interviens dans le projet. Quand c'est des dessins qui sont faits dans le cadre du concours, en général, on prend pas trop de risques, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas les dessins que je préfère faire, parce que justement, la commande, elle est très codifiée. C'est la perspective qui met en avant la proue du bâtiment, avec le ciel bleu, effectivement, la végétation partout. Et je préfère nettement les commandes qui sont après le concours. Quand il s'agit d'être un peu plus didactique, de raconter un projet, parce que c'est là que les gens qui font appel à moi, que ce soit un maître d'ouvrage ou un maître d'œuvre, ne savent déjà pas forcément exactement quel type d'image ils veulent, mais ils savent ce qu'ils veulent raconter, mais ils n'ont pas forcément tranché sur est-ce que c'est une perspective, est-ce que c'est une...
et qu'il y a, il y a vachement plus de discussions et d'échanges avec eux. Et puis qu'on arrive à des choix qui n'étaient pas ceux qu'on imaginait au départ. Typiquement la place de la République, le fait de bosser après et de s'adresser à un public large aussi, voilà, un public. Donc après, il y a quand même des codes. On peut pas. Le but de ces images, c'est quand même, en général, c'est de vendre le projet, c'est de l'enjoliver, quoi. Donc le représenter à l'automne, il y a toujours une prise de risque que les commanditaires n'osent pas forcément faire, quoi, voilà. Mais c'est beaucoup plus souple, en tout cas dans la commande, après le concours, quoi. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a une là. Alors, j'avais une question pour le grand dessin avec la bouche de métro qui dépassait en couple, là, avec... Le grand dessin avec celle avec... je crois qu'on n'avait pas de Kengo Kuma pour le... Ah oui, oui. Je voulais juste savoir, le dessin de base, du coup, de ce que j'ai compris, ils sont faits à la main, et des fois, la coloration, elle était très très lisse. Je suppose qu'elle avait été faite numériquement après. Et celle-ci, celui-ci. je voulais savoir, c'est quoi la dimension de base de ce dessin? Celui-là, il doit faire 80 cm de large, quoi, ou 90 cm de large, quoi. Ok. Mais ça c'est un dessin sur lequel j'ai bossé, enfin, compris les allers-retours avec mon client. En fait, il y a eu, c'est un travail de pas loin d'un mois, quoi. Enfin, non, pas forcément en continu, mais avec des échanges, parce que en plus, ça s'adressait à la Société du Grand Paris, donc il y a une dimension politique, donc ça doit être validé par plein de services, mais donc il y a eu plusieurs esquisses. Alors je les ai pas toutes montrées, mais il y a certains bâtiments qui ont changé. Je sais plus, peut-être que je me souviens plus très bien, mais au début il n'y avait pas les choux de Créteil là, j'ai oublié le nom de l'architecte. Comment? Grandval, oui, voilà. Merci. Donc il y a eu une période de maturation, quoi. Et peut-être dans la continuité de cette question, est-ce que justement tu procèdes par, tu fais des patchs quand c'est les grands, parce que ça c'est un travail très important en fait, ça demande beaucoup de temps. Est-ce que tu procèdes par patch, par moment, et tu scannes et tu... Alors, au début, pour fabriquer un dessin comme celui-ci, effectivement, je vais me faire un petit collage comme ça de morceaux de ville que je trouve un peu à droite à gauche. C'est du bricolage, hein. Il n'y a vraiment pas une façon de faire précise. Donc il y a effectivement des petites photos insérées, tirées de Google Maps, mais à partir d'une esquisse un peu générale qui est plutôt à la main, ou le cadrage général. Et puis après, moi quand je travaille sur un dessin, et c'est pour ça parce qu'il y a des dessinateurs qui travaillent en dessinant sur la palette graphique directe. Et j'y arrive pas, ça, moi, parce que j'ai besoin de voir tout le temps tout mon dessin. Je sais pas travailler quand on travaille sur une tablette ou comme ça. Bah, on est sans cesse en train de zoomer, dézoomer, et donc de travailler sur un morceau du dessin, puis de le revoir l'ensemble, mais en tout petit. Moi, j'ai besoin d'être sur une table grande, et donc donc voilà, donc je l'ai travaillé l'esquisse une fois que il est possible que je me souviens plus, mais que j'ai fait une première esquisse plus petite, que je la scanne, que je l'ai agrandie, et je me suis fait un fond de ma propre esquisse, ensuite à l'échelle un peu plus grande pour pouvoir dessiner plus précisément, quoi.
En fait, la coupe axonométrique comme ça, là, c'est presque. Est-ce qu'il y avait des antécédents que tu connaissais de dessins de ce type-là, ou parce qu'on a l'impression que c'est un peu devenu une sorte de patte que tu as. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, des trucs comme ça. Là. Alors non, je parlais effectivement de ces dessins-là, ce genre de dessin où, en fait, c'est vrai que le réflexe est de le faire pour une question aussi de question de rapport de proportion, et de le faire en coupe, enfin avec les outils de l'architecte en fait, et en fait le fait de le décaler permet d'avoir effectivement l'espace, et du coup. C'est vrai que j'ai pas trop de références d'autres dessins coupés de façon axonométrique comme ça là. Alors la tranche verticale. En fait, c'est pas une axonométrie, ça reste. Il y a quand même des fuyantes, mais sauf que j'aime bien dans mes dessins prendre des focales. Je sais jamais, petites ou grandes. Enfin, je sais jamais. Enfin, avec très peu de fuyantes, quoi. Parce que en plus, quand on a très peu de fuyantes, comme ça permet de voir en profondeur dans tous les locaux. Alors que si la fuyante est marquée, on n'a pas la profondeur des petites pièces, par exemple ici. Et ça met l'accent sur une zone du dessin plus que... Donc non, je sais pas. Des références, je pense que quand on prend des dictionnaires illustrés je sais pas, des années 70 ou 80, il y en a plein. Et je parlais tout à l'heure aussi des coupes là, comme ça sur les paquebots, sur le Normandie, où on voit toutes les cabines. Enfin, j'adore ces dessins-là, quoi. Si. Moi, je vous entends. Moi, il y avait une question sur les couleurs. C'est un peu tous dans le même ton, un peu pâle, un peu genre une palette de bleu colorée, on va dire. Et sur la présence du vert, est-ce que les dessins sont très très verts et du coup ils suggèrent énormément de végétation, et ça c'est une demande de client? Souvent, ouais. Par exemple, l'image plus précédente sur les grands Paris Express, oui, non, c'est dans l'autre sens. Je sais plus. Celui-là ? Ouais. En fait, là, on est dans une ville verte. Ah bah oui, c'est des images de communication. En fait, ce que je fais, c'est un métier de communication. Donc, il y a un moment donné, Dans ce dessin qui est écrit, c'était une volonté personnelle pour le coup, ou c'était vraiment donné par le... Enfin, il y a des fois, je prends peut-être un peu les devants de la demande qu'on va me faire, quoi. Je sais que et là, pour le coup, sur celui-là, justement, les verts, ils sont un peu atténués, quoi, adoucis sur des couleurs un peu pastel, parce que je voulais pas qu'ils prennent trop le dessus, quoi, sur le côté immense de l'agglomération, quoi. Non, ouais, alors peut-être que il y a des fois, je devance un peu la contrainte qu'on va me donner, mais il y a en même temps la couleur, je trouve qu'elle rend un dessin comme celui-ci sans la couleur. Enfin, je l'aime vachement graphiquement. Mais elle permet de lire plus facilement l'image, quoi, plus rapidement. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'utilise la couleur. C'est que souvent, je colorie pas tout. Je mets la couleur exactement là où je veux. Je mets un parasol rouge, un peu pétard, pour que l'œil, on voit tout de suite qu'il y a une terrasse. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'animation. Enfin, enfin, tout... Enfin, à chaque fois, la demande, c'est quand même que ça soit vachement animé, qu'il y ait du monde, que ça soit joyeux, que ça soit...
Mais les gens qui font les perspectivistes qui font ça en numérique, c'est les mêmes demandes qu'on leur fait. Hein. Peut-être que... conclure parce qu'il est 45. Ouais, voilà. Moi, ça me va. Si on s'arrête là, je sais pas si vous, ça vous va aussi. Merci. Merci à vous. Merci. Et on est content qu'il y ait eu autant de monde. Ouais, moi aussi, je suis très content. Et en plus, il y en a qui nous ont suivis à distance. Ah. On ne sait pas combien. Sur toutes les chaînes nationales. Voilà. Donc, merci encore.